Oui, donc il est temps de commencer la conférence. Donc ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Alessandro Morbidelli. Alessandro Morbidelli est directeur de recherche à l'Observatoire de la Côte d'Azur, donc l'Observatoire de Nice, on peut dire. Et bon, Alessandro Morbidelli est spécialiste de la dynamique du système solaire, et pas seulement des systèmes planétaires en général, des systèmes d'exoplanètes. Il est connu pour être l'auteur de ce qu'on appelle maintenant du modèle de Nice, c'est-à-dire le modèle qui explique la formation du système solaire, qui décrit la dynamique du système solaire, pardon, au début, juste après sa formation. Mais ce n'est pas la peine que j'en dise plus, puisque je crois que c'est l'objet de ta conférence de ce soir, puisque le titre, c'est « Le grand bombardement météoritique des planètes telluriques ». Donc merci Alessandro, je te passe la parole. Merci Alain, merci à tous d'être venus à cette conférence. Je suis heureux d'être ici parmi vous. Moi j'adore les grands nord de la France. Je fais mon doctorat en Belgique, donc juste de l'autre côté de la frontière, et j'y ai laissé pas mal mon cœur. Alors une chose que je n'ai pas appris en Belgique est parler lentement. Et pourtant ce soir je devrais, vu qu'il y a une traduction simultanée, donc n'hésitez pas à me donner un coup de pied si je vais trop vite, évidemment, tout le monde va pouvoir suivre. Une chose est sûre, eux au moins vont avoir la conférence avec le bon accent, tandis que les autres devront s'adapter. Donc, quand vous lisez les livres des sciences qui parlent de la formation du système solaire, voici l'histoire que vous lisez. Donc, le système solaire naît en partant pendant que le Soleil se forme. Quand le Soleil se forme, il est entouré d'un disque de gaz et de poussière, que vous voyez ici. Et les poussières, au sein de ces disques, commencent à se coller les unes aux autres avec des forces électrostatiques pour former des petits objets, d'abord des boules de roches, et puis des objets plus grands, des planétésimaux, on les appelle, les stades intermédiaires entre la poussière et les planètes. Donc pour les planétésimaux, on peut penser aux astéroïdes. C'est les planétésimaux qui se sont formés proches du Soleil, là où la température était trop élevée pour que l'eau condense sous forme de glace. Ou les comètes, qui sont aussi des planétésimaux, mais qui se sont formés plus loin du Soleil, là où la température était plus froide, et donc l'eau était disponible sous forme solide, sous forme de glace. Et ensuite, en partant de ces planétésimaux, on forme les planètes. D'abord, on forme les planètes géantes. Il faut les former très vite, parce qu'elles doivent capturer les gaz du disque. Et ensuite, on forme les planètes telluriques. Donc ça, c'est l'histoire qui est racontée dans les livres. C'est une histoire essentiellement correcte. Mais en fait, dans toute cette histoire, il y a un os. En fait, je dirais, il y en a plusieurs. Il y en a partout. Il y a plein de petites choses, des problèmes, des choses qu'on ne comprend pas bien, des défis à notre capacité de compréhension et d'imagination qui font aussi que la planétologie, qui est la science qui étudie les planètes, mais en particulier l'origine des systèmes planétaires, n'est pas une science morte, mais une science tout à fait vivante. Et en fait, comment on peut essayer de reconstruire ce qui s'est passé aux origines, donc 4 milliards et demi d'années, et vu que maintenant on est ici, on n'était pas là pour filmer les planètes en formation. Bon, essentiellement, c'est un travail d'investigateur. C'est-à-dire, comme un investigateur, quand il est appelé sur le lieu d'un crime, le crime a déjà eu lieu, les cadavres déjà par terre, et en partant des traces qu'il peut trouver sur les cadavres autour dans la chambre, il va essayer de reconstruire une histoire cohérente qui explique qui était l'assassin, qui était le mobile, quels ont été les moyens pour commettre ces délits. Et à la fin, il doit arriver à convaincre ses pairs, doit arriver à convaincre un tribunal que lui, il a compris et que les crimes s'est passé d'une certaine façon, même si personne n'était là pour les voir. De la même façon, nous travaillons en planétologie pour reconstruire l'origine du système solaire. On connaît le système solaire maintenant, il y a plein de traces partout. On doit essayer de trouver un scénario cohérent qui explique toutes les traces que nous voyons. Et il faut montrer, par des simulations à l'ordinateur, que les scénarios que nous imaginons peuvent bien avoir lieu et permet de reconstruire le système solaire tel que nous l'observons aujourd'hui. Et si nous avons du succès, nous arrivons à convaincre nos collègues et le modèle est plus ou moins accepté. Donc, l'étude de l'origine des planètes, cette conférence sera faite à l'insigne du plus grand investigateur, Sherlock Holmes, parce que c'est vraiment dans cette optique que nous travaillons. Donc ici, je vais vous détailler 3 des problèmes qu'on a dans la compréhension de la formation du système solaire. Et on se posera donc 3 questions, on essaiera de donner 3 réponses. Première question est pourquoi Jupiter se trouve si loin du Soleil?
Deuxième question est pourquoi notre système solaire est si différent des autres systèmes planétaires qu'on commence à découvrir autour des autres étoiles. Et la troisième question est quelle est l'origine des bassins lunaires. Alors vous direz, ces trois questions n'ont rien à voir l'une de l'autre, quelle conférence ça va être, mais en fait, comme tout bon roman policier, vous verrez que ces trois crimes, qui semblent ne pas être connectés entre eux, sont en fait connectés et la réponse qu'on va y donner sera assez unitaire. Donc on va commencer par Jupiter. Alors Jupiter est la planète la plus grosse, la plus grande, la plus massive de notre système solaire, une masse de 300 masses terrestres. C'est une planète qui est essentiellement composée de gaz. C'est qu'on voit d'ailleurs une très épaisse atmosphère qui porte la plus grosse partie de la masse de la planète. Donc la planète 300 masses terrestres, l'atmosphère de Jupiter pèse pour 270 masses terrestres sur les 300 masses terrestres totales. Donc cette planète a dû se former très vite parce qu'il a dû capturer le gaz à partir du disque de gaz qui entourait le Soleil avant que ces disques de gaz disparaissent, ce qui a lieu très rapidement, comme on le verra tout à l'heure. Alors Jupiter doit s'être formé loin. Pourquoi? Parce qu'à son intérieur, on connaît l'intérieur de Jupiter parce qu'on les sonde avec les missions spatiales qui tournent autour de Jupiter, on arrive à mesurer les champs de gravité de Jupiter et donc à déduire de façon assez fiable quelle est sa structure interne. Jupiter a son centre un noyau solide, des roches et des glaces, et ces noyaux solides a une masse d'environ 10 masses terrestres. Et c'est d'ailleurs ce noyau solide qui est devenu suffisamment grand, donc 10 masses terrestres, qui a pu attirer à lui les gaz du disque et s'entourer donc de cette atmosphère épaisse qui caractérise la planète géante. Et pour former un objet si grand, donc je répète 10 masses terrestres, il faut être loin du Soleil. Il faut être loin du Soleil pour avoir à sa disposition pas seulement les roches, mais aussi les glaces, la glace d'eau. Si vous êtes trop proche du Soleil, vu qu'il fait trop chaud, l'eau est sous forme de vapeur, donc vous avez seulement à votre disposition les roches. Et si vous êtes plus loin, les vapeurs d'eau condensent sous forme de glace, et vous avez donc à disposition pas seulement les roches, mais aussi les glaces. Donc c'est déjà un bel avantage. Donc c'est la raison pour laquelle on pense que les planètes géantes se forment loin du Soleil, dans les régions froides, et en plus ça va être plus facile pour ces noyaux d'attirer à lui les gaz de la nébuleuse si ce gaz est froid. Donc Jupiter se forme loin, et il est loin. Mais, en principe, il aurait dû migrer et se déplacer vers le Soleil. Alors cette histoire de migration est quelque chose que dans les années 80, les astronomes ont commencé à comprendre, d'abord par voie analytique, ensuite par voie de simulation numérique. Là, je vais vous montrer évidemment une simulation numérique. Donc la planète se forme, est en train de se former à l'intérieur d'un disque de gaz, et ça on le sait parce qu'elle a dû capturer le disque de gaz. Donc elle se forme à l'intérieur du disque de gaz, et regardons alors ce qui se passe. Alors dans cette animation, je vais, dès qu'elle démarre, l'arrêter tout de suite. Donc la planète, évidemment, tourne autour du Soleil, mais pour faire les choses simples, ici, on fait des images stroboscopiques. Donc on fait une image à chaque fois que la planète fait un tour complet autour du Soleil, et donc vous ne verrez pas la planète tourner autour du Soleil, parce qu'on fait une image avec la cadence de la période orbitale de la planète. Donc la planète est immergée dans les disques, et elle perturbe les disques. Ici, la carte en couleur montre la densité du disque. Blanc, ça veut dire trop haute densité, rouge foncé, plus faible densité. Bon, bref, la planète perturbe les disques et comme résultat de cette perturbation avec les disques, la planète migre vers le Soleil. Et pendant que la planète migre et grossit, quand elle grossit suffisamment, elle arrive à créer une région de vide dans les disques, ce qu'on appelle un sillon. Mais même une fois qu'on a créé un sillon, la planète continue à migrer vers le Soleil. Donc, même si Jupiter doit s'être formé loin, par ce processus de migration, il devrait aujourd'hui se trouver très près du Soleil, et pourtant, il n'est pas là. Alors, pour la petite histoire, ce mécanisme de migration d'une planète géante dans les disques, comme je vous disais, a été comprise dans les années 80, et par 2-3 scientifiques, en particulier Daglin. Bon, à l'époque, quand cette théorie est sortie, personne ne l'a cru, parce qu'évidemment, l'évidence était à l'opposé. Les planètes géantes sont loin du Soleil, ne sont pas à côté du Soleil. Donc ça voulait dire, dans l'image de tout le monde, que cette théorie devait être fausse. Donc les auteurs avaient beau dire, comme Galilée, et pour s'y muove, pourtant elle bouge, mais personne ne les croyait. Et cette histoire des migrations planétaires a été complètement oubliée pendant plus de 10 ans. Les choses ont radicalement changé en 1995.
quand ces deux messieurs, Michel Mayor et Didier Queloz, deux astronomes suisses, en observant depuis l'Observatoire de Haute-Provence, ont découvert la première planète géante qui tourne autour d'une autre étoile, donc la première exoplanète. Ici, évidemment, c'est une vue d'artiste. Donc, c'est une planète géante autour d'une autre étoile, 51 de la constellation du Pégase, mais cette planète a quelque chose de choquant. Elle se trouve à 0,05 unités astronomiques de son étoile. Alors, une unité astronomique est la distance de la Terre au Soleil. Jupiter, il se trouve à 5 unités astronomiques. Donc, cette planète se trouve à une distance de son étoile qui est égale à 1/100e de la distance de Jupiter par rapport au Soleil. Et se trouve aussi à une distance qui est 1/10e de la distance de Mercure par rapport au Soleil. Donc, voilà, on a une planète géante qui est à côté de son étoile. Donc, cette découverte était tout à fait inattendue. Et quand donc les auteurs ont envoyé leur article au journal scientifique le plus prestigieux qu'il existe, le journal Nature, l'éditeur de Nature a regardé et dit « Qu'est-ce que c'est ça? Une planète à 0,05 unité astronomique, ça ne peut pas exister. Les planètes géantes se font loin de l'étoile, ne peut pas être si près de l'étoile. » Donc l'éditeur qui ne voulait pas publier le papier parce que ça devait être une erreur monumentale, appelle donc Dag Lin, non pas à cause de la théorie de la migration, parce que la théorie de la migration avait été oubliée, donc l'éditeur ne le savait pas qu'il y avait cette théorie, mais parce que Dag Lin était quand même un grand expert des formations planétaires. Évidemment, 15 ans après l'édition de la théorie, Dag Lin a sauté sous sa chaise, a dit « Mais c'est magnifique, c'est enfin la preuve que la théorie est vraiment juste et les planètes peuvent migrer. » Et donc, finalement, pas un article, mais 2 articles ont été publiés, l'un sur la découverte de la planète et l'autre sur la migration des planètes. Aujourd'hui, des planètes extrasolaires, on n'en connaît pas une, on en connaît presque 300. Et la chose choquante est que toutes les planètes qu'on a découvertes sont toutes très proches de leurs étoiles. Alors, ce diagramme vous montre chaque triangle est une planète extrasolaire découverte, et on positionne les triangles par rapport à la distance par rapport à son étoile et l'excentricité de son orbite, qu'on va détailler tout de suite. Donc, les planètes qu'on a découvertes sont très proches de leurs étoiles. Il y a des planètes qui sont très, très voisines de leurs étoiles, beaucoup plus proches de leurs étoiles que Mercure. D'autres, même si ce sont des planètes géantes, se trouvent plus ou moins à la distance de la Terre, du Soleil. Et bon, peut-être il existe aussi des planètes extrasolaires qui sont lointaines, mais on n'a pas encore pu les découvrir parce que c'est plus difficile de découvrir les planètes lointaines de leurs étoiles que les planètes proches de leurs étoiles. Et pour comparaison, celles-ci sont les planètes géantes de notre système solaire. Donc, vous voyez, elles sont beaucoup plus loin du Soleil que le sont les autres planètes qu'on a découvertes par rapport à leurs étoiles. Et l'autre chose étonnante est que, tandis que les planètes du système solaire ont une orbite à faible excentricité, les planètes des autres systèmes planétaires peuvent avoir des excentricités très grandes. Alors, qu'est-ce que c'est une excentricité? On sait depuis Newton et Kepler que les planètes tournent autour des étoiles sur des orbites qui ont la forme d'une ellipse. Alors, une forme particulière d'une ellipse est un cercle, comme voilà. Donc, le Soleil, alors, est au centre du cercle, et on dit que le cercle est une ellipse avec une excentricité nulle. Mais l'ellipse peut avoir une forme beaucoup plus élongée. Donc, ceci, par exemple, est une ellipse qui a une excentricité beaucoup plus grande, et le Soleil occupe un des 2 foyers de l'ellipse, donc il n'est pas au centre de l'ellipse, mais il est excentré, d'où donc les non-excentricités. Donc, les planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil sur des orbites comme l'orbite rouge, excentricité presque nulle, et les planètes autour des autres étoiles tournent, pour la plupart d'entre elles au moins, sur des orbites fortement elliptiques. Donc, en regardant ces diagrammes, on est vraiment étonné, parce qu'on découvre que notre système solaire n'est pas du tout typique, mais qu'il y a beaucoup d'autres systèmes autour d'autres étoiles qui sont très différents de notre système solaire, avec des planètes géantes très proches de leurs étoiles, et des planètes géantes sur des orbites qui, au lieu d'être presque des cercles, sont des orbites très allongées, très elliptiques. Donc, ceci nous amène donc à notre deuxième question. Pourquoi les systèmes planétaires extrasolaires sont si différents de notre système solaire? Et les 2 questions, pourquoi Jupiter est resté si loin de notre Soleil et pourquoi notre système solaire est si différent des autres systèmes planétaires, ou par contre les planètes géantes se trouvent proches de leurs étoiles, sont évidemment liées. Donc cette question revient à la première question qu'on a posée, de pourquoi Jupiter n'a pas migré, tandis que les autres planètes géantes autour des autres étoiles l'ont bien fait. Et donc c'est ça la question qu'on doit essayer de résoudre.
Alors, en étudiant le processus de migration par voie théorique et par voie numérique, et de simulation numérique, on s'est aperçu que la clé dans la structure de notre système solaire pourrait être le fait qu'on n'a pas seulement Jupiter dans notre système solaire, mais on a Jupiter et Saturne, et probablement les deux planètes se sont formées de façon presque simultanée. Ce que les simulations montrent est que si vous avez Jupiter et Saturne dans les disques qui entourent, le disque de gaz qui entoure le Soleil, Jupiter migre vers le Soleil, comme la théorie le prédit, Saturne migre beaucoup plus vite, et donc il s'approche de Jupiter, et il le rattrape. Et en s'approchant à Jupiter, il est à la fin verrouillé sur une orbite spéciale qu'on appelle une orbite résonante. C'est une orbite où la période orbitale de Saturne autour du Soleil est exactement 1,5 fois la période orbitale de Jupiter autour du Soleil. Et c'est des orbites privilégiées, parce que ça veut dire que tous les 3 tours de Jupiter, Jupiter et Saturne se retrouvent exactement dans leur position réciproque. Donc, leurs perturbations mutuelles s'additionnent, si vous voulez, et les orbites, donc, restent verrouillées. Entre elles, elles ne peuvent plus changer. Donc, quand Saturne arrive à cette résonance 3,2 avec Jupiter, il doit y rester. Et là, on s'aperçoit que la migration des planètes, elle s'arrête. Les planètes ne migrent plus vers le Soleil, elles s'arrêtent, voire même elles peuvent migrer doucement vers l'extérieur. Et pourquoi ça? Parce que la présence de 2 planètes sur 2 orbites proches change évidemment la structure du disque. Bon, pour parler brièvement, ici, c'est la structure du disque s'il y a seulement Jupiter, donc la partie interne du disque est fortement dépeuplée, bleu et vert veut dire pas beaucoup de masse, rouge veut dire beaucoup de masse. Donc vous comprenez que s'il y a beaucoup de gaz à l'extérieur et pas beaucoup à l'intérieur, les gaz veulent rentrer pour combler ces trous et va pousser Jupiter vers le Soleil, ce qui est le principe de la migration planétaire. Mais si on a Jupiter et Saturne, la structure du disque dans lequel ces 2 planètes se trouvent change, et on va voir maintenant un gros disque interne, un sillon commun à 2 planètes et les disques externes. Et dans ces cas-là, on peut avoir un équilibre entre la poussée due au disque interne et la poussée due au disque externe, ce qui arrête la migration. Bon. La chose importante, c'est que ce type de mécanisme peut marcher seulement si la planète externe, donc Saturne dans notre cas, est moins massive, plus petite que la planète interne, Jupiter. Et pas plus petit, j'entends pas légèrement plus petit, ça doit avoir une masse qui est entre la moitié et un quart de la masse de la planète interne. Donc c'est bien le cas dans notre système solaire, parce que Saturne a une masse qui est entière de la masse de Jupiter. Est-ce que c'est le cas pour les systèmes extrasolaires? Donc si ce modèle est juste, notre prédiction est que les planètes qu'on trouve autour des autres étoiles, proches de leurs étoiles, elles doivent être soit des planètes seules, dans ces cas-là il y a une migration, soit elles se trouvent en couple avec une autre planète, mais dans ces cas-là, la planète externe doit être aussi massive que la planète interne, voire encore plus massive. Et effectivement, et tous les couples de planètes qu'on a observés jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire proches de leurs étoiles, toujours la planète externe est plus massive que la planète interne. Et un cas comme Saturne et Jupiter, on ne l'a jamais observé proches de leurs étoiles, parce que Jupiter et Saturne, donc avec la planète plus interne plus massive et la planète externe moins massive, ne devraient pas migrer, et donc on ne devra pas pouvoir les voir à proximité de leurs étoiles. Donc à ce jour, cette prédiction est confirmée. Une fois que Jupiter et Saturne arrêtent de migrer, alors sauver les autres planètes, c'est facile. Qu'est-ce qui se passe pour Uranus et Neptune? Elles aussi migrent vers le Soleil jusqu'à quand elles tombent verrouillées sur une orbite qui est en résonance avec Saturne ou avec Jupiter, et donc à leur tour, ces orbites ne peuvent plus changer, et donc la migration s'arrête, parce que la migration de Jupiter et de Saturne s'arrête. Donc par ces modèles, on arrive à comprendre pourquoi dans notre système solaire, nos planètes géantes sont restées loin du Soleil, plus ou moins là où elles se sont formées, et pourquoi les planètes dans d'autres systèmes planétaires, par contre, ont pu migrer, parce que si on n'a pas par chance un rapport de masse comme celui entre Jupiter et Saturne, rien arrête la migration, et les planètes doivent rentrer dans le système interne et s'éparquer à proximité de leurs étoiles. Le problème est que ces mécanismes, cette théorie, nous laisse 4 planètes géantes sur des orbites qu'on va comparer aux orbites réelles. Donc je vous ai dit, celles-ci sont les orbites des planètes géantes réelles dans le système solaire, et celles-ci sont les orbites
qu'on aurait dû avoir à la fin de ce processus de migration dans les disques circumplanétaires. Donc les planètes auraient dû être beaucoup plus près entre elles, situées entre 5 et 10 unités astronomiques, au lieu d'être étalées entre 5 et 30 unités astronomiques, et avoir des orbites qui sont beaucoup plus circulaires que les orbites de nos planètes. Les orbites de nos planètes sont déjà pas mal circulaires par rapport aux orbites des planètes extrasolaires, mais les orbites de notre planète à la fin, quand le disque de gaz a disparu, auraient dû être encore plus circulaires que les orbites actuelles. Et donc, de deux choses l'une, soit notre modèle est faux, et les choses ne se sont pas passées comme ça, mais on n'a aucune idée comment elles se sont passées, soit il nous faudra trouver un mécanisme pour changer les orbites des planètes géantes et ramener les planètes géantes de cette position primitive aux positions actuelles. Et donc ça va être notre grand mystère à résoudre. Et pour le moment, ce mystère à résoudre, on va le laisser là, pour passer à un autre mystère que, de première vue, n'a rien à voir, et qu'on verra est intimement lié à ces problèmes. La Lune. Quand vous regardez la Lune à l'œil nu, vous voyez ces grandes taches sombres à sa surface, les yeux de la Lune. Et voit les enfants. Alors ces taches sombres sont des terrains en fait couverts de lave qui est maintenant solidifiée. On les appelle les mers, parce qu'on pensait à un moment donné qu'ils pouvaient être même faits d'eau liquide. Il s'agit de lave solidifiée qui sont ressortis à l'intérieur de cette structure circulaire, qui sont des immenses cratères formés par de gros impacts sur la Lune, ce qu'on appelle les bassins d'impact. Alors, quand les astronautes ont été sur la Lune, donc à la fin des années 60, début des années 70, les bassins étaient les cibles privilégiées, d'abord parce que c'était très intéressant scientifiquement, mais aussi c'était beaucoup plus facile d'atterrir, parce que les bassins, les mers lunaires avec cette lave solidifiée sont bien plates, tandis qu'à l'extérieur on a toutes les montagnes, et donc c'est beaucoup plus facile, plus difficile de se poser. Donc tous les sites d'atterrissage ont été dans les bassins, dans les mers, au bord des mers. Et les astronautes ont évidemment circulé sur la Lune, ont récolté beaucoup d'échantillons, ont fait des analyses in situ, ont ramené des roches sur Terre, sont même déplacés avec des voitures. En particulier, parmi toutes les missions Apollo, la dernière, Apollo 17, est celle qui nous a amené la plus grande moisson de résultats scientifiques. Pourquoi? Parce que c'était la seule mission spatiale qui était effectuée non pas par des militaires, mais il y avait dessus un géologue qui lui savait pertinemment qu'est-ce qu'il fallait chercher et qu'est-ce qu'il fallait regarder. Les militaires, avant, bon, on les avait un peu briefés, mais souvent, ils ne faisaient pas exactement ce qu'ils auraient dû faire. Et donc, en fait, on a peut-être plus de retours scientifiques de la dernière des missions Apollo que de toutes les autres missions précédentes. Et en amenant ces échantillons sur Terre et en mesurant leur composition chimique et leur composition isotopique, on arrive à dater la Lune, les différents composants de la Lune, et en particulier, on a daté que ces laves solidifiées qui couvrent les bassins, les fonds des bassins, les mers lunaires, se sont solidifiées il y a 3 milliards 600 millions d'années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 3 milliards 600 millions d'années? Est-ce que c'est très loin dans les temps? Est-ce que c'est une époque récente? On va essayer de mettre ça dans le contexte de l'évolution du système solaire, de la chronologie de la formation du système solaire, qu'on peut définir grâce aux différents échantillons dont nous disposons dans nos laboratoires. Alors, si on regarde les météorites, c'est des morceaux d'astéroïdes, de ces planétésimaux qui de temps en temps tombent sur Terre. À l'intérieur des météorites, on trouve des petites billettes qui sont faites de calcium et d'aluminium. Et ces objets sont des objets donc, qui se forment à très haute température. On peut les dater. Ils sont les objets les plus vieux de notre système solaire. Ces objets se sont formés il y a 4 milliards 567 millions d'années. Et sont les premiers objets qui se forment solides dans les systèmes solaires. Donc pour nous, les astronomes, cette date magique est facile à retenir, parce que 4, 5, 6, 7, et c'est le temps zéro de la formation du système solaire, et on va mesurer tous les temps par rapport à ce temps zéro. Alors, quand est-ce que, donc, à cette époque-là, se forment ces premières billettes qu'on retrouve à l'intérieur des astéroïdes. Mais quand est-ce que se sont formés les astéroïdes, les premiers planétésimaux? Il y a un astéroïde qui s'appelle Vesta, qui nous est très commode, parce que cet objet est une sorte de mini-planète
qui s'est différencié en un noyau, un manteau, une croûte de basalte, un peu comme la Terre. Et en plus, il nous fait la faveur de nous envoyer des morceaux sur Terre. On a sur Terre des météorites, des morceaux de roches qui proviennent de cet objet. Et donc, grâce à ces météorites, on sait dater quand sa surface s'est formée et s'est solidifiée. Et on trouve, non, ça c'est un morceau de météorite qui vient de cet astéroïde, on trouve que cet astéroïde s'est formé en 3 millions d'années après les temps zéro. Donc, au temps zéro, on commençait à former les premières billettes, les calcium-aluminium. En 3 millions d'années, on avait déjà un astéroïde de 500 km complètement fondu et recristallisé. Jupiter. Jupiter, on a dit, c'est une planète de gaz. On ne sait pas la dater précisément parce qu'on n'a pas un échantillon de Jupiter. Étant Jupiter gazeux, nous n'avons pas de météorites, ce sont des roches. Mais vu qu'il y a tout ce gaz, c'est évident que Jupiter doit s'être formé quand il y avait encore du gaz autour du Soleil. Aujourd'hui, il n'y a plus de gaz autour du Soleil. Et quand est-ce que le gaz est parti? On ne sait pas, parce qu'on n'était pas là pour le voir, mais on peut regarder les autres étoiles et se dire, bon, grosso modo, toute étoile doit être à peu près les mêmes. Et donc, on observe les disques de gaz et de poussière autour d'étoiles jeunes dans la galaxie, et on voit que typiquement, les disques autour des gaz, autour des étoiles jeunes, disparaissent au bout de 3 à 5 millions d'années, peut-être 10, grand maximum. Donc Jupiter, qui a capturé les gaz, qui s'est donc formé avant que les gaz disparaissent, doit s'être formé sur cette gamme de temps-là. Comme vous voyez, on n'est pas très précis, à quelques millions d'années près, autour de 5 millions d'années. La planète Mars, c'est une planète tellurique, donc faite de roches, une planète qui suit la Terre à notre distance du Soleil. Elle aussi nous fait la faveur de nous envoyer des météorites, heureusement, parce que si on attendait les CNES, l'ESA, la NASA pour faire une mission de retour d'échantillons, on serait toujours là à attendre. Mais Mars nous envoie des météorites, que donc on reçoit sur Terre, qu'on peut analyser, et on trouve que, comme cet astéroïde Vesta a formé sa croûte, s'est différencié en 3 millions d'années, Mars s'est probablement formé complètement et différencié en un noyau, un manteau et une croûte au bout de 10 millions d'années. Et pour la Terre, on peut faire la même chose, évidemment, c'est plus facile, on est sur Terre, on a aussi à disposition les échantillons lunaires, et on trouve que la Terre et la Lune ont terminé leur formation au bout de à peu près 60 millions d'années. Donc en 60 millions d'années, on a tout fait. Donc les temps zéro étaient 4 milliards 560 millions d'années. Donc ça veut dire qu'à 4 milliards 500 millions d'années, les planètes étaient faites, et la Terre et la Lune, les dernières planètes s'est formées, elles étaient faites aussi. Donc la lave sur la Lune, donc la Lune se forme il y a 4 milliards 500 millions d'années, mais ces laves donc, solidifient à 3 milliards 600 millions d'années, donc solidifient 950 millions d'années après les temps zéro, donc 900 millions d'années après la formation de la Lune. Très bien. Donc c'est quelque chose qui se forme assez tardivement. Alors, faisons un petit exercice. Quand il fait beau, prenons un petit télescope et regardons la Lune. La Lune est magnifique parce qu'elle est pleine de cratères. C'est l'objet le plus beau à voir qu'avec un petit télescope. Il ne faut pas un grand télescope bien coûteux pour vraiment s'amuser sur la Lune. Alors, pointez les télescopes sur les mers. Alors, sur les mers, vous voyez des cratères, comme ici dans cette photographie, mais il y a relativement peu de cratères. Comme vous voyez, il y en a un peu de plus grands, un peu plus petits, ils sont bien séparés entre eux. Il y en a relativement peu, il y a du terrain entre les cratères où il n'y a pas de cratères. Donc, ceci vous donne l'idée visuelle de tout le bombardement que la Lune a subi depuis que cette surface existe. Et cette surface a un âge de 3 milliards 600 millions d'années, parce que c'est l'âge à laquelle elle s'est solidifiée, et on le sait par le retour d'échantillons d'émissions Apollo. Maintenant, vous prenez votre télescope et vous le pointez un peu à côté. Vous sortez du bassin, vous sortez de la mer, et vous regardez les hautes terres. Alors, les hautes terres, eux, se sont solidifiées il y a 4 milliards 500 millions d'années, quand la Lune s'est formée. Donc, sont 25% plus vieilles, ces surfaces, que les surfaces qu'on voit dans les mers. Donc, 25% plus vieilles, on dirait qu'il y aura 25% de cratères de plus. Par contre, quand vous regardez, vous voyez qu'ici, les terrains sont saturés de cratères. Saturés, ça veut dire que les cratères se chevauchent. Il n'y a pas un mètre carré de terrain qui ne soit pas affecté par un cratère d'impact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire évidemment que les taux de cratérisation
était beaucoup plus fort au départ, peut-être dans les premiers demi-milliards d'années, que depuis 3 milliards 600 millions d'années, l'âge à laquelle les mers lunaires se sont solidifiées, à partir de laquelle on peut compter les cratères qui tombent dans les mers. Alors, on dirait, bon, bien sûr, si les planètes se forment par collision, donc elles ont fini de former, il doit encore y avoir beaucoup d'objets qui baladent dans le système solaire, donc les taux de collision doivent être faramineux au départ, et sans doute va s'estomper plus ou moins exponentiellement selon une courbe de ce type. Mais les missions Apollo nous ont donné un renseignement étonnant. Ils nous ont montré qu'en fait, les taux de bombardement n'ont pas vraiment décliné régulièrement, comme indiqué par cette courbe continue, mais il y a eu en fait une sorte de crise, un pic du bombardement. Le bombardement est devenu particulièrement intense aux alentours de 4 milliards, il y a 3 milliards, 8, 4 milliards d'années. Et on le sait parce que quand les roches qu'on ramène de la Lune, on peut mesurer quand elles ont subi des chocs dus aux collisions, et ces chocs sont soit récents, soit autour de 3 milliards 900 millions d'années, et on ne voit pas des roches avec des âges de choc antérieurs à il y a 4 milliards d'années. Donc, ce qui fait penser que les taux de bombardement avant ces pics étaient assez modérés. Et les bassins eux-mêmes, donc les plus grandes structures d'impact sur la Lune, ces énormes cratères de plus de 300 km de diamètre, qui parfois peuvent faire 1000, 1200 km de diamètre, comme les bassins Imbrium, eux aussi se sont formés à la même date. Se sont formés autour d'il y a 3 milliards 900 millions d'années. Et les météorites lunaires, qui sont donc d'autres roches que les astronautes n'ont pas collectées, mais qui arrivent sur Terre de façon aléatoire, nous donnent les mêmes renseignements. On trouve des petites billettes de verre qui caractérisent l'historique des impacts sur la Lune, et on voit que ces impacts étaient particulièrement intenses à cette date, et pas plus intenses dans les passés. Donc, l'idée qu'on s'est fait à partir de la Lune est que l'histoire du bombardement n'était pas celle-ci, avec un bombardement qui était faramineux au départ et qui diminuait graduellement avec le temps, mais était quelque chose qui était initialement modéré, et après il y a eu un pic du taux d'impact, et après les taux d'impact s'est estompé pour arriver aux valeurs actuelles qui sont très modérées. Alors, est-ce que ce bombardement intense, à 4 milliards d'années, a eu lieu seulement sur la Lune ou aussi ailleurs? Donc, on regarde autour de nous, et par exemple, on regarde les astéroïdes. Alors, comme je vous disais, des astéroïdes comme Vesta nous envoient des morceaux de leurs roches sur Terre, leurs météorites, et ces météorites, on peut analyser aussi des âges de choc, comme on fait pour les roches lunaires, et comme pour les roches lunaires, ils nous montrent que les chocs étaient aussi très concentrés autour de cette date, il y a 3 milliards 900 millions d'années. Les planètes, Mars, ça c'est une photo de Mars, Mercure, montrent aussi des terrains très fortement cratérisés, comme les hauts plateaux de la Lune. Et la distribution des cratères, des tailles, le nombre de cratères grands par rapport au nombre de cratères petits, est à peu près le même que celui qu'on retrouve sur la Lune. Ce qui fait penser que ce bombardement n'a pas concerné que la Lune et les astéroïdes, mais a concerné toutes les planètes du système solaire interne. Vénus, on ne sait pas trop parce que sa surface est assez jeune, mais on voit quand même des traces des gros bassins, un peu comme les bassins lunaires, qui sont les dépressions qu'on voit ici sur cette carte à fausse couleur de la surface de la Lune prise au radar. Sur Terre, on en sait peut-être les moins, parce que la surface de la Terre est très jeune, très active, la Terre est volcaniquement active. Et les roches les plus vieilles qu'on trouve sur Terre, elles se trouvent au Groenland, dans un site qui s'appelle Issois. Et la date de ces roches, l'âge de ces roches, est encore une fois 3 milliards 800 millions d'années. Donc cette date de 3 milliards 800 millions d'années continue à revenir, comme si avant cette date, les taux de bombardement étaient trop intenses pour pouvoir avoir une croûte stable qui solidifie ces roches. Sur Terre, on a quelque chose qui est un peu plus... Si les roches les plus vieilles ont 3 milliards 800 millions d'années, sur Terre, on a quand même quelque chose qui est plus vieux. Ce sont des minéraux qu'on appelle des zircons et qu'on trouve à l'intérieur des roches qui se trouvent en Australie, un site qui s'appelle Jacks Hill. Et ces minéraux sont très petits, comme vous voyez ici l'échelle, c'est de l'ordre de 50 micromètres, et se sont formés très tôt. C'est les objets les plus vieux qu'on connaisse sur Terre, et se sont formés il y a 4 milliards 350 millions d'années, certains 4 milliards 250 millions d'années, donc dans une époque qui est
est antécédente celle des roches les plus vieilles. Donc ces objets-là témoignent un peu de l'historique de l'environnement sur Terre depuis leur formation il y a 4,3 milliards d'années. Et la formation de ces zircons montre qu'au moment où ils se sont formés, la température sur Terre devait être assez clémente et la Terre devait déjà abriter de l'eau liquide à sa surface, parce que l'eau liquide est nécessaire pour leurs propriétés chimiques. Donc ça veut dire que quand ils se sont formés, les taux d'impact étaient probablement assez faibles, parce qu'autrement la température aurait été très élevée et l'eau n'aurait pas pu être liquide à la surface de notre planète. Par contre, ces minéraux montrent aussi des signes de surchauffe. À un moment donné, ils ont été surchauffés, peut-être par des événements majeurs d'impact, et on peut dater quand ces zircons ont été surchauffés. Ils ont tous été surchauffés, encore une fois, devinez, il y a 3,8 milliards d'années. Donc il y a quelque chose de vraiment énorme qui s'est passé il y a 3,8 milliards d'années et qui a concerné au moins tout le système solaire en Terre. Et on appelle ceci les grands bombardements tardifs. Donc pour résumer, les grands bombardements tardifs est un cataclysme, un bombardement vraiment, qui se déclenche de façon assez soudaine il y a environ 3,9 milliards d'années. Ça veut dire 600 millions d'années après la formation des planètes, et c'est pour ça qu'on l'appelle tardif. C'est un événement global, parce que même si les traces les plus évidentes, on les retrouve sur la Lune, les bassins d'impact, on les retrouve aussi sur Mercure, sur Vénus, un peu sur la Terre avec les zircons, sur Mars, sur les astéroïdes, notamment Vesta, peut-être aussi sur les satellites de planètes géantes, mais on y reviendra. Alors, au pic de ces bombardements, les bombardements étaient faramineux. On évalue, par comptage des cratères, que les bombardements devaient être 20 000 fois les taux de bombardement actuels. Pour vous donner une idée, ça veut dire qu'à l'époque, un objet d'un kilomètre, un astéroïde d'un kilomètre, tombait sur Terre tous les 20 ans. C'est pour ça qu'on appelle les grands bombardements tardifs, parce que c'était vraiment quelque chose de très, très intense. Et sa durée était de l'ordre de 100 millions d'années. Je ne sais pas très bien, parce que chaque datation, un peu une barre d'erreur, pourrait être aussi court que 50 millions d'années, aussi long que 150, peut-être 200 millions d'années. C'est quelque chose d'assez court sur l'échelle de la vie du système solaire. Alors, j'insistais autant sur les preuves de ces bombardements, parce que c'est assez étonnant de voir un bombardement qui se déclenche tardivement. Notre vision naïve, comme je disais tout à l'heure, est celle d'un système solaire qui naît du chaos, où tout le monde cogne avec tout le monde pour former les planètes. Et donc, une fois que les planètes se sont formées, ils évoluent graduellement vers l'ordre actuel. Et le fait que, par contre, les taux de bombardement étaient faibles au départ, et puis tout d'un coup, 600 millions d'années plus tard, ils deviennent très intenses, ça veut dire que les choses ne se sont pas passées si graduellement que ça. Et donc, j'insistais beaucoup sur les preuves, sur les indices qu'on a pour dire que ces grands bombardements tardifs, effectivement, ont eu lieu, parce que comme les scientifiques disent, si vous avez si vous voulez faire une affirmation extraordinaire, vous devez avoir des preuves extraordinaires. Et l'affirmation extraordinaire que ce bombardement est tardif, il faut donc des preuves extraordinaires pour les démontrer. Donc, le système solaire n'a pas évolué de façon graduelle, du chaos primitif vers l'ordre actuel. C'est un bombardement qui se déclenche tardivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous ai dit, c'est une histoire, la recherche en origine planétaire, c'est une histoire policière. Donc, essayons de faire des déductions à la Sherlock Holmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si j'ai un bombardement qui est faible au départ et tout d'un coup, 600 millions d'années, ce bombardement se réveille? Ça veut dire que, quand mon système solaire s'est formé, il devait y avoir quelque part dans le système solaire un réservoir de petits corps, astéroïdes ou comètes, on ne sait pas, qui est resté stable pendant 600 millions d'années, donc tous les objets sont restés là. Et après, soudainement, 600 millions d'années plus tard, il est devenu instable. Et comme ça, les objets ont pu partir, quitter ce réservoir et commencer à traverser les orbites des planètes, percuter les planètes et générer ces bombardements. Mais comment je peux avoir un réservoir qui est stable pendant 600 millions d'années et tout d'un coup, il devient instable? Mais ce qui régit les caractères dynamiques d'un réservoir de petits planétésimaux, des petits corps, c'est les orbites des planètes. Si j'ai un système planétaire, j'ai des endroits qui sont stables. Si j'ai un autre système planétaire, peut-être les mêmes planètes, mais sur des orbites différentes, les petits corps qui étaient stables avant, peut-être ne sont plus stables maintenant. Donc si on veut déstabiliser un réservoir de petits corps, il faut changer l'orbite des planètes. Et il faut changer en particulier l'orbite des planètes géantes, parce que ce sont les planètes qui pèsent le plus dans le système solaire.
Ça vous rappelle quelque chose? Tout à l'heure, on avait dit que les planètes du système solaire, les planètes géantes, quand elles se sont formées, elles se sont arrêtées de migrer en s'égarant sur des orbites, mais qui sont différentes des orbites actuelles. Pourtant, aujourd'hui, ils sont sur les orbites actuelles. Donc, on était à la recherche d'un mécanisme qui change les orbites des planètes. Et maintenant, on a un deuxième indice qui nous dit que les planètes doivent avoir changé d'orbite. Et doivent avoir changé d'orbite tardivement, 600 millions d'années plus tard, par rapport à leur formation. Et donc, les deux choses, les deux questions qui semblaient si peu liées entre elles, pourquoi Jupiter n'a pas migré, pourquoi notre système solaire est si différent des autres, pourquoi on a des bassins sur la Lune, sont en fait liées. Et on doit essayer de trouver une solution aux deux. Donc, en commençant ce type de réflexion, ce type de déduction, on s'est dit, il faut vraiment qu'on s'y consacre, qu'on cherche à trouver un modèle qui fait changer les orbites des planètes géantes, qui part des orbites que les planètes géantes devaient avoir à la fin du disque de gaz pour les amener aux orbites actuelles et qui fasse ces changements, cette restructuration du système solaire tardivement. Et donc, c'est là on s'est réunis à l'Observatoire de Nice avec des collègues qui venaient du monde entier, des États-Unis, M. Levison, de la Grèce, M. Tiganis, du Brésil, M. Gomez, pour essayer de résoudre ces problèmes. On est restés ensemble 2 ans et on a pondu un modèle, vu qu'on a travaillé tous à Nice, s'appelle aujourd'hui le modèle de Nice, comme Alain l'a dit. Donc l'idée du modèle est simple et compliquée, je vais essayer de simplifier. En gros, l'idée est qu'une fois que les planètes se forment et le gaz est parti, on a encore beaucoup de planétésimaux, c'est-à-dire des petits objets solides qui n'ont pas été incorporés dans les planètes. Alors les planètes, comme on a vu, devaient avoir des orbites circulaires, donc voici l'orbite de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et très proches entre elles. Donc avoir des orbites comprises entre 5 et 10, 15 unités astronomiques ou plus. Alors, dans la région des planètes, il n'y avait plus de planétésimaux, parce qu'on était mangé par les planètes pour se former. Mais au-delà, on peut envisager qu'il y avait un gros disque de planétésimaux, chaque point vert ici représentant un planétésimal, que collectivement avaient une masse importante, de l'ordre de plusieurs dizaines de masses terrestres. Et dans nos simulations, on a besoin de postuler que ce disque avait 35 masses terrestres. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un système ainsi? Donc ici, on va voir l'évolution de ces systèmes comme il ressort des simulations qu'on effectue sur nos ordinateurs. C'est une image du système solaire vue par au-dessus. Donc on va voir les orbites des planètes géantes, on ne va pas voir individuellement les planètes, par contre on va voir individuellement les planétésimaux qui tournent. Donc ça, c'est une image du système solaire vue par au-dessus. Et en haut, c'est le temps qui écoule depuis la formation planétaire. Alors, voici ce qu'on voit. On voit que les orbites oscillent un peu, que ce disque des planétésimaux est perturbé par les planètes. Vous voyez, il y a des planétésimaux qui partent, certains pénètrent à l'intérieur du système solaire. Ainsi faisant, ils forcent les planètes à s'écarter les unes par rapport aux autres. En particulier, si vous regardez la planète la plus externe, celle dont l'orbite est marquée en mauve, vous voyez que son orbite s'étale. Elle était partie environ à 10 unités astronomiques et maintenant à presque 20 unités astronomiques. Donc les planètes commencent à s'éloigner les unes par rapport aux autres, mais très graduellement. Et puis, ici, dans cette simulation, au bout de 880 millions d'années, 2 planètes, en particulier Jupiter et Saturne, passent à travers une autre résonance. Leur période, le rapport de période devient égal à 2, et ceci déstabilise le système. Vous voyez que tout d'un coup, les orbites oscillent violemment, deviennent très elliptiques, et Uranus et Neptune sont envoyés loin dans les disques, et en rentrant dans les disques, ils dispersent les disques partout, et donc les planétésimaux sont dispersés partout, certains sont éjectés, certains rentrent à l'intérieur du système solaire et peuvent venir percuter les planètes. Est-ce que c'est un bon modèle? Donc un modèle, pour être bon, doit répondre aux questions qu'on se pose, et en particulier reproduire les systèmes solaires tels qu'on l'observe. Alors tout d'abord, les orbites des planètes. Est-ce que les orbites des planètes, à la fin, sont les bonnes orbites, les orbites que nous observons? Donc ce diagramme nous montre que oui. En fait, ce diagramme montre en bleu les vraies planètes du système solaire par rapport à leur distance au Soleil, demi-grande axe, leur excentricité, qui mesure l'aplatissement de leurs orbites, et inclinaison par rapport à Jupiter, parce que les orbites des planètes ne sont pas toutes sur le même plan, elles sont légèrement écartées sur des plans légèrement différents. Donc les bleus, c'est les vraies planètes. Les points rouges, c'est la moyenne des orbites finales que nous obtenons dans nos simulations.
Évidemment, les simulations sont chaotiques, donc pas tout, à la fin de chaque simulation, on obtient exactement le même système. Donc on a des variations, des valeurs qu'on obtient à la fin, et ces croix montrent l'écart des variations. Donc où peuvent être les planètes à la fin d'une simulation à l'autre. On en fait une quinzaine. Donc, vous voyez qu'en moyenne, on reproduit les planètes, observez très bien. On reproduit leur écart orbital, alors qu'on était parti des planètes qui étaient ici, en bas dans les coins. On reproduit aussi bien aussi leur excentricité, alors qu'on était parti des planètes sur des orbites pratiquement circulaires. Et on reproduit aussi leurs inclinaisons, alors qu'on était parti des planètes essentiellement coplanaires. Donc on trouve ici les mécanismes que nous fallait pour expliquer pourquoi les planètes aujourd'hui sont sur les orbites qu'ils ont, alors que dans les disques de gaz, elles doivent avoir une orbite différente, peine migrer vers le Soleil et se retrouver sur des orbites comme celles des planètes extrasolaires et pas du tout comme celles des planètes que nous connaissons. Donc, les orbites actuelles, on les explique. Qu'est-ce qu'on peut dire du bombardement de la Lune? Donc, on peut regarder l'afflux des masses vers la Lune dans ces simulations. Alors, l'instabilité des orbites planétaires dans cette simulation, par exemple, a eu lieu à 880 millions d'années. Ici, ce diagramme montre la masse qui arrive à la Lune en fonction du temps. Donc avant cette instabilité, il y a très peu de masse qui arrive à la Lune. Et quand les planètes deviennent instables, Uranus et Neptune pénètrent dans les disques, les planétésimaux sont déstabilisés et commencent à pénétrer dans les systèmes solaires et percuter la Lune et les planètes. Donc d'abord, on a les planétésimaux que j'appelle les comètes. C'est les planétésimaux des glaces qui étaient au-delà de Neptune. Ce sont ceux qui ont forcé les planètes à s'écarter et à atteindre cette phase d'instabilité. Et comme vous voyez, donc, la masse qui est livrée aux comètes augmente très soudainement, et après, les bombardements s'estompent. Mais pendant que les planètes bougent, les astéroïdes aussi, donc les planétésimaux qui se trouvent entre Mars et Jupiter, sont aussi pas mal déstabilisés. Il y a environ 90% entre eux qui deviennent instables. Et eux aussi, donc, ils s'échappent de la ceinture des astéroïdes et viennent percuter les planètes telluriques en environ 150-200 millions d'années. Donc, on explique les déclenchements soudains du bombardement, sa durée, d'environ 150 millions d'années, et son intensité aussi, parce que la masse totale qu'on délivre à la Lune, qui est de l'ordre de 10 à la puissance 22 grammes, est environ la masse qu'on peut déterminer par comptage des cratères et qu'on peut aussi contraindre en regardant les éléments chimiques les plus exotiques qu'on retrouve à la surface de la Lune. Donc, disons, ce modèle nous permet de nous expliquer, de résoudre ces deux grandes questions qu'on s'est posées au départ. Est-ce que néanmoins ce modèle est juste ou pas juste? Donc ce modèle a comme ambition de reconstruire l'évolution de tout le système solaire. Et donc il ne doit pas seulement expliquer deux choses, les orbites des planètes actuelles, les bombardements de la Lune, il peut expliquer toute la structure du système solaire qu'on observe. Parce que ce modèle invoque une sorte de restructuration qui a eu lieu 600 millions d'années la formation planétaire. Donc, par exemple, on sait aujourd'hui, depuis 1992, qu'au-delà de Neptune, il n'y a pas le vide. Il y a encore des planétésimaux, une population d'objets cométaires qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et dans notre modèle, ces ceintures de Kuiper seraient les vestiges du disque primitif, donc ce disque primitif très massif des 35 masses terrestres, qui a pratiquement disparu. Il devrait rester, au-delà de Neptune, encore quelques objets, ce qui forme la ceinture de Kuiper actuelle. Et notre modèle explique assez bien la quantité de masse qu'on observe au-delà de Neptune et la distribution des orbites des objets au-delà de Neptune. Mais le modèle fait plus. Il prédit que les vestiges du disque des planétésimaux transneptuniens ne se trouvent pas seulement dans la ceinture de Kuiper, ils se trouvent aussi dans deux populations qu'on appelle les Troyens de Jupiter. Ce sont des objets qui sont sur l'orbite de Jupiter, mais qui anticipent Jupiter long son orbite, ou les suivent avec une distance de 60 degrés. Ces objets, selon notre modèle, sont aussi des planétésimaux du disque transneptunien capturés dans ces sites. Et donc ces objets-là, même si aujourd'hui ils sont à 5 unités astronomiques, tandis que les objets de la ceinture de Kuiper ont 50 unités astronomiques, 10 fois plus loin, sont apparentés comme frères et sœurs. Donc si le modèle est juste, ça veut dire que quand on va regarder les propriétés physiques de ces objets, il doit être pratiquement identique des propriétés physiques des objets de la ceinture de Kuiper. Alors est-ce que c'est vrai? Les observations au télescope montrent des spectres. Les spectres sont
assez semblables. De l'autre côté, les propriétés des surfaces peuvent changer avec la distance au Soleil, l'irradiation du Soleil. Donc, ce n'est pas très, très facile, par simple voie spectrale, de dire que ces deux objets sont vraiment frères et sœurs, ou sont de la même race. Une chose qui est peut-être plus diagnostique, c'est la densité de l'objet, combien il pèse par mètre cube. Et parce que ceci reflète un peu la structure de ces corps, leur composition chimique et leur structure interne. Et comment est-ce qu'on peut mesurer la densité de ces objets? Pour mesurer la densité de ces objets, il faut trouver deux objets binaires, des objets qui tournent l'un autour de l'autre, un peu comme la Lune tourne autour de la Terre. Et alors, en utilisant les lois de la mécanique, on peut calculer les masses de ces objets, et si on peut les observer au télescope et calculer leur diamètre, on peut calculer des densités. Donc, dans la ceinture de Kuiper, on a beaucoup d'objets doubles, donc on peut mesurer pas mal la densité des objets, qui est de l'ordre de 1 gramme par centimètre cube, un peu la densité de l'eau. Pour les troyens, on a un objet binaire qui s'appelle Patroclos, ici vu en vue d'artiste, qui donc a été observé avec grand détail, avec les télescopes les plus grands au monde, le télescope Keck aux îles Hawaï, et ce qui permet d'observer, séparer les deux composantes et voir une composante tourner autour de l'autre. Et donc, ceci permet de mesurer la masse et la densité de ces objets, et la densité de ces objets résulte à être aussi 1 gramme par centimètre cube, qui est plus léger que ce qu'on trouve dans les astéroïdes, et de la même chose que ce qu'on retrouve dans les ceintures de Kuiper, ce qui donc est une indication assez forte que les troyens sont effectivement apparentés aux objets de la ceinture de Kuiper, sont vraiment un peu comme frères et sœurs. Et selon notre modèle, d'autres vestiges du système de ce disque transneptunien devraient se retrouver autour des planètes eux-mêmes. Les planètes géantes, comme vous savez, ont beaucoup de satellites. Alors, les satellites proches des planètes forment des mini-systèmes solaires en miniature, se sont formés avec la planète. Mais plus loin, c'est toujours autour de la planète, mais beaucoup plus loin, on a aussi une deuxième population de satellites qu'on appelle les satellites irréguliers, parce qu'au lieu d'avoir des orbites circulaires et coplanaires comme les satellites galiléens, par exemple, les satellites qui sont proches des planètes, ils ont des orbites très allongées, donc la distance par rapport à la planète oscille beaucoup entre l'apocentre et le péricentre. Ils ont aussi des inclinaisons très élevées. Ici, chaque segment représente l'orbite d'un de ces satellites. Et donc, on a autant de satellites progrades qui tournent autour de la planète dans le même sens de rotation de la planète que des satellites rétrogrades qui tournent dans le sens inverse. Donc, ces satellites ne se sont pas formés pendant que la planète s'est formée. Ils ont dû être capturés. Et selon notre modèle, ils ont dû être capturés lors du bombardement tardif, donc à partir de ces disques transneptuniens. Donc, ils devraient être aussi, encore une fois, apparentés comme frères et sœurs aux objets de la ceinture de Kuiper que nous voyons aujourd'hui, aux objets troyens. Et alors là, on a des renseignements un peu plus fins que pour les troyens, parce qu'autour des planètes, on y va avec des sondes spatiales. Et en particulier sur Saturne, on a toujours une sonde extraordinaire qui est toujours en activité, la sonde Cassini, faite par l'Agence spatiale européenne et par l'Agence spatiale américaine, qui étudie Saturne, mais étudie aussi les satellites réguliers et irréguliers. Et en particulier, elle a étudié en détail les satellites Phébé, qui est le plus gros des satellites irréguliers qui tournent autour de Saturne. Et il a mesuré les rapports, combien de glace il y a dans ces satellites et combien de roches il y a dans ces satellites. Et on a trouvé que les rapports de glace sur roche est différent de celui des satellites réguliers qui se sont formés avec la planète. Donc ces satellites n'auraient pas dû se former là où Saturne s'est formé. Par contre, c'est le même rapport glace sur roche qu'on retrouve, encore une fois, dans la ceinture de Kuiper, ce qui est donc une indication très forte que ces satellites sont aussi frères et sœurs avec les objets de la ceinture de Kuiper, donc sont tous issus du disque transneptunien comme notre modèle est prévu. Notre modèle fait une prédiction n'était une chose qui n'était pas connue auparavant. Si les bombardements tardifs ont bien eu lieu, et s'il a été créé par les mécanismes que notre modèle décrit, il n'a pas concerné seulement le système solaire interne, il a concerné tout le monde, y compris les planètes géantes, parce que ce disque transneptunien des comètes, qui a été déstabilisé quand les planètes sont devenues instables, a traversé aussi les orbites des planètes géantes, mais pas seulement les orbites des planètes terrestres. Les planètes géantes sont à mi-chemin entre leur position initiale et les planètes terrestres. Évidemment, sur les planètes géantes, on ne voit pas de bassin, sont faits de gaz, donc on ne fait pas un trou dans une planète de gaz, mais on peut peut-être voir les traces de ces bombardements sur les satellites. C'est un problème parce que la plupart des satellites
des planètes géantes ont une surface très jeune. Les satellites sont actifs, il y a du volcanisme, ils fondent parce qu'il y a des forces des marées qui augmentent beaucoup la température. Donc ce n'est pas facile de trouver des vestiges de la cratérisation qui s'est passée il y a 4 milliards d'années. Et nos meilleures chances, on les a découvertes toujours avec la mission Cassini autour de Saturne, viennent de ces satellites Japet, qui est le plus loin des satellites réguliers de Saturne, celui qui a la surface la plus vieille. Et ces satellites montrent qu'il a subi un bombardement intense. Un bombardement qui était 100 fois plus intense que le bombardement actuel. Et il y a 14 bassins à sa surface, bassins comme ceux qu'on voit sur la Lune. Donc il y a bien eu un bombardement intense sur les satellites des planètes géantes, mais est-ce que ce bombardement était tardif? Ou est-ce que ce bombardement était précoce et a eu lieu dès que les planètes se sont formées? Alors toujours Japet nous donne une réponse, parce que Japet a une chaîne de montagnes à l'équateur, une chaîne de montagnes extraordinaire qui entoure tout le satellite à l'équateur et aux 30 km. C'est la chaîne de montagnes la plus haute du système solaire. Et selon les modèles, les meilleurs modèles, qui d'ailleurs ont été faits par des chercheurs français qui travaillent au JPL, au Jet Propulsion Laboratory à Los Angeles, ces chaînes de montagnes n'ont pas pu se former très tôt. Parce que pour la former, il a fallu attendre que les satellites se solidifient et que sa période de rotation change. Et donc, vraisemblablement, tenant compte à quelle vitesse les satellites peuvent se refroidir et à quelle vitesse leur taux de rotation peut changer, cette chaîne de montagnes ne s'est pas formée plus tôt que 200 millions d'années après la formation du système solaire, peut-être jusqu'à 800 millions d'années après la formation du système solaire et de Saturne. Bien, et comme vous voyez de cette image, les bassins ont éjecté la matière qui recouvre cette chaîne de montagnes. Ça veut dire que les bassins sont arrivés après la formation des chaînes de montagnes, donc sont arrivés tardivement. Donc ceci veut dire que les bombardements tardifs ont bien concerné les systèmes solaires dans son entièreté, et donc les moteurs venaient du système solaire externe, un peu comme notre modèle est prévu. Donc à ce jour, toutes les choses qu'on regarde sont à plus ou moins en accord qualitatif, quantitatif avec notre modèle. Évidemment, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à chercher des indices qui soit confirment, soit infirment le modèle, ou plus en général, il nous permet de le raffiner, parce que le modèle a certains paramètres libres qu'on peut essayer de contraindre davantage si, toujours comme un investigateur, on trouve plus de traces, et donc on peut arriver à contraindre mieux ce qui s'est passé dans les départs. Et c'est une des raisons pour lesquelles la recherche continue et l'exploration des mondes distants continue. Et en particulier, on met beaucoup d'attentes dans cette mission qui a été lancée en janvier 2006, qui arrivera vers Pluton le 14 juillet 2015. Et ce sera la première mission spatiale qui va voir de près les objets de la ceinture de Kuiper, qui donc sont si importants pour nous, parce que ce sont les vestiges de ce disque transneptunien qui a fait évoluer ainsi le système solaire. Donc pour résumer, on était parti d'une histoire simple, une histoire que vous voyez sur tous les livres. Et on a commencé à trouver un os, puis 2, puis 3, et puis on a découvert les systèmes extrasolaires, ils sont complètement différents des nôtres. D'une autre, on s'est aperçu que l'histoire qui est écrite sur le bouquin est vraiment trop simpliste. Et donc on a commencé à essayer de comprendre comment nos systèmes solaires a se formé et évolué, et pour expliquer sa structure actuelle, et peut-être pour expliquer pourquoi elle est si différente des autres. Et l'image qu'il en sort est une image un peu plus complexe que celle qu'on trouve sur les livres, celle que j'ai essayé de vous décrire ce soir. En gros, le système solaire vit 3 phases. Et il y a une première phase, et la phase où les planètes se forment. Et donc on forme d'abord les planètes géantes, après les planètes telluriques, mais cette phase s'est terminée au plus en 100 millions d'années. Donc il y a 4 milliards 500 millions d'années, elle était finie. Le système solaire qui s'est formé ainsi était métastable, donc il pouvait rester quiescent comme un système stable, et il est resté pendant à peu près 600 millions d'années. Mais les systèmes solaires à l'époque n'étaient pas les systèmes solaires qu'on connaît aujourd'hui, étaient différents. Les planètes géantes n'avaient pas les orbites qu'elles ont maintenant, elles avaient des orbites différentes, elles étaient plus rapprochées entre elles, elles étaient plus circulaires, plus coplanaires. Il y avait beaucoup plus de petits corps. Les planètes géantes étaient entourées d'un disque des planétésimaux, des natures cométaires, qui avaient une masse de l'ordre de 35 masses terrestres, peut-être 50 masses terrestres au début. Et même la ceinture des astéroïdes, qu'on connaît si bien aujourd'hui, située entre Mars et Jupiter, était là, avait à peu près la structure qu'on connaît,
mais elle était probablement 20 fois plus massive que la ceinture des astéroïdes actuelle. Et après, on a la phase actuelle qui perdure depuis 3 milliards 800 millions d'années, où le système solaire est identique à lui-même, ce système solaire qu'on connaît, qu'on voit aujourd'hui au télescope. Et la transition entre ces structures qui a régné pendant 600 millions d'années, ça ressemble un peu les dynasties chinoises, la première dynastie, la deuxième dynastie, donc la révolution entre la première dynastie et la deuxième dynastie a eu lieu il y a 3 milliards 900 millions d'années, 600 millions d'années après la formation planétaire, et c'est ce qui marque les grands bombardements tardifs dont la Lune porte les traces les plus évidentes. Alors dans cette révolution, les planètes géantes ont changé d'orbite, ils ont acquis l'orbite actuelle, et les disques des planétésimaux ont été essentiellement vidés. La ceinture des astéroïdes a été vidée d'un facteur 10 ou 20, la ceinture transneptunienne a perdu presque complètement sa masse, et on trouve aujourd'hui seulement des vestiges de ce qui étaient ces disques massifs dans la ceinture de Kuiper, dans les troyens de Jupiter et dans les satellites irréguliers des planètes. Donc je vous remercie et je suis à votre disposition pour toute question, évidemment. Merci. Voilà, Alessandro, vous remercie tout d'abord, évidemment. Et vous avez des questions? N'hésitez pas. Oui. Pourquoi on ne voit pas la même chose? Alors, bon, déjà, s'il y a des planètes lointaines, c'est-à-dire lointaines de leurs étoiles, à 10, 20 unités astronomiques, on ne les voit pas encore avec les techniques actuelles. Donc, quand je montre l'image des exoplanètes par rapport à notre système solaire, il faut bien l'interpréter, cette image. Oui, voilà, il faut bien l'interpréter. Cette image ne dit pas qu'il n'existe pas des planètes lointaines de leurs étoiles. On ne peut pas les observer, ça c'est ce qui est écrit ici, ça c'est la limite de détection. Mais ça veut dire qu'il existe beaucoup de planètes qui ont migré. Donc on peut s'attendre qu'un jour ou l'autre, quand nos techniques observationnelles seront meilleures, on commencera à découvrir des planètes lointaines. Et donc, ça sera intéressant de voir, par exemple, si ces planètes apparaissent en couple, si systématiquement on a une échelle de masse qui va d'une planète interne qui est la plus massive à des planètes plus externes qui sont moins massives, donc Jupiter, la Saturne, Uranus et Neptune, qui sont de moins en moins massifs au fur et à mesure qu'on va vers l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a eu des équivalents des bombardements tardifs dans les autres systèmes? Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante. C'est pas facile de les trouver, parce que les systèmes solaires, donc à 4 milliards et demi d'années, les bombardements tardifs ont duré 100 millions d'années. Donc, ça veut dire c'est un 45e de l'âge du système solaire. Donc, ça veut dire qu'il faut voir, observer beaucoup de systèmes pour en trouver quelqu'un qui maintenant est en train de subir quelque chose de semblable. Alors, il y a des systèmes stellaires dont on voit qu'ils sont entourés d'une énorme quantité de poussière, beaucoup plus que notre système planétaire. Alors, les poussières tracent l'existence des petits corps, des planétésimaux, qui sont en train de collisionner entre eux. Et en collisionnant, produisent des poussières et libèrent ces poussières. Alors, c'est des étoiles qui ont... bon, il y a beaucoup d'étoiles jeunes qui ont beaucoup de poussière, ça c'est normal, au départ, il y a beaucoup de planétésimaux qui collisionnent. Mais après, cette quantité de poussière, normalement, s'estompe avec l'âge. Mais il y a des étoiles qui ont 600 millions d'années, 1 milliard d'années, et qui ont beaucoup de poussière autour d'elles. Et alors, on se demande si ces étoiles, qui sont en minorité, ne sont pas en train de vivre l'équivalent de quelque chose comme les bombardements tardifs. Et certainement, notre système solaire doit avoir eu un flash de poussière lors du bombardement tardif. Et en particulier pour ce qui concerne les poussières les plus chaudes, les poussières les plus proches du Soleil. Et en particulier, il y a 6 systèmes d'étoiles, Vega est un d'entre eux. Donc Vega, les étoiles les plus brillantes du ciel boréal. Donc, ce sont des étoiles vieilles et que ont plusieurs centaines de millions d'années, qui ont une grande quantité de poussière chaude. Et donc, l'interprétation que les gens donnent en ce moment est que ces étoiles sont en train de vivre l'équivalent de bombardement tardif. Donc, on les voit, ce qu'on peut voir. Évidemment, c'est très difficile.
Et il peut bien exister des systèmes planétaires qui ne vivent jamais en bombardement tardif, parce qu'on peut former des planètes qui acquérissent très vite des orbites stables et qui restent sur des orbites stables pendant toute leur vie. Et notre architecture du système solaire, sans doute à cause du fait qu'on a bien 4 planètes géantes sur des orbites très serrées au départ, rend plus simple d'avoir une sorte d'instabilité à un moment donné, parce que c'est vraiment de l'horlogerie très fine, celle d'avoir 4 planètes géantes en 5 unités astronomiques. Si seulement 2 planètes s'étaient formées, par exemple, au lieu que 4, on aurait pu avoir un système qui reste stable sans avoir une phase d'instabilité au bout des 600 millions d'années. Donc, encore une fois, on voit beaucoup de pistes où chaque système solaire, chaque système planétaire, à la fin, évolue de façon indépendante, ce qui est juste, ce qui nous amène à la grande diversité des systèmes planétaires qu'on voit effectivement. Mais bien sûr, le système solaire ne devrait pas être unique dans l'univers. D'autres questions? Ouais. Bonjour à tous. J'ai envie de vous poser une question parce que je suis très curieux. L'univers, bon, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, bizarre. Je sais que les découvertes sont inachevées et qu'on finira jamais de chercher. Ce que vous avez expliqué est très intéressant. En fait, ici, donc, sur Terre, quand on se met dans le système solaire, quand on compare avec d'autres systèmes solaires, est-ce qu'on peut dire que notre système solaire est jeune ou est-ce qu'il est vieux par rapport à d'autres? Voilà, comparativement à d'autres. Merci. Alors, notre système solaire est un système mature, dans le sens qu'il a, comme on a vu, 4,5 milliards d'années, ce qui représente à peu près la moitié de la vie du Soleil. Donc, le Soleil a encore 5 milliards d'années à vivre avant de terminer son combustible, l'hydrogène, qui permet au Soleil de produire la lumière. Et donc, à la fin, le Soleil va évoluer, va devenir une étoile géante, et ce qui va perdre une partie de sa masse, ce qui va encore une fois tout changer dans les orbites des planètes. Donc, je dirais, notre système solaire est un système de mi-vie, un peu comme un homme de 45 ans. Les autres systèmes solaires qu'on observe, comme ceux-ci, sont aussi des systèmes à peu près de demi-vie. Et ceci, encore une fois, en vie observationnelle, parce que pour découvrir les planètes, on a besoin que l'étoile soit très calme. Les étoiles jeunes sont, comme tous les jeunes, très nerveuses. Donc elles oscillent, elles éjectent la matière, elles ont des changements de luminosité, elles pulsent. Donc c'est très difficile de détecter des planètes autour d'elles, vu que les étoiles font autant de bruit. Et donc on se concentre pour la recherche des planètes extrasolaires autour d'étoiles matures. Et quand on est mature, on est bien plus posé, on oscille moins, on vibre moins, on n'éjecte pas la matière, et donc on peut voir les signatures de la présence des planètes autour d'elles. Donc par ces biais, on est forcé à observer des planètes qui ont à peu près les mêmes âges que nos planètes. Alors il y a tout un intérêt évidemment à chercher des planètes de plus en plus jeunes, autour d'étoiles jeunes, des planètes en formation, des planètes peut-être même au sein des disques. Et ça, c'est un jeu énorme, et les jours qu'on y arrivera, on comprendra certainement beaucoup mieux la formation des planètes, parce qu'on la verra. Aujourd'hui, vraiment, on ne voit jamais les planètes en formation, on voit les planètes une fois qu'elles se sont formées. Donc il y a toute une série d'instruments que les astronomes sont en train de construire, par exemple les radiotélescopes ALMA au Chili, à 5000 mètres d'altitude, qui devraient enfin nous permettre de voir les planètes en formation. Quand encore ils sont enfouis dans les disques, dans les planètes dans les premiers 10 millions d'années de leur vie. Mais malheureusement, on n'est pas encore là. Alors, les planètes géantes sont gazeuses. Donc, c'est comme faire un trou dans l'eau. Si tu lances un caillou dans la mer, tu fais un petit cratère, mais après la mer comble ton cratère et il n'y a plus de cratère. Et les planètes gazeuses, c'est exactement la même chose. Donc certainement, il y a beaucoup d'objets qui ont impacté et impactent encore aujourd'hui ces planètes.
mais ils font pas un trou, c'est comme tirer un caillou dans la mer, ils font un petit trou et après le trou est comblé. D'ailleurs, on l'a vu, un objet impacté Jupiter, c'était une comète qui s'appelle les Shoemaker-Levy 9. Cette comète, en plus, pour rendre le spectacle encore plus vivant, avant de percuter Jupiter, elle s'est scindée en plusieurs morceaux. Et donc, on a vu l'impact de 5 ou 6 objets, c'était l'année 95, 16, comme ça. Ouais, j'étais déjà à Nice, j'étais à Nice en 92, peut-être 94, 95, et donc on a vu en direct ces comètes impacter Jupiter. Et ils ont laissé des traces, on le voyait avec un petit télescope d'amateur, et on voyait des énormes nuages sombres là dans les sites où ces comètes ont impacté, qui ont perduré quelques heures, et au bout de quelques heures, ils ont complètement disparu, certainement comme les trous dans la mer quand ils ont sécurisé. Oui. Est-ce que vous pouvez remontrer la simulation Bien sûr. Et d'autre part, est-ce que vous avez une animation qui montrerait le moment où les deux planètes sont entrées en résonance? Alors bon, certainement je peux remontrer ces films. Donc là encore une fois, donc, comme je disais tout à l'heure, on voit les 4 orbites. Vous les voyez maintenant que vous savez ce qui se passe, peut-être que vous voyez mieux, vous voyez juste un peu les orbites osciller, mais un peu s'espandre, s'étaler, donc en particulier les orbites mauves s'étalent, repoussent un peu les disques planétésimaux. Alors quand les choses se passent, donc ça c'est une échelle linéaire en temps, très brutalement, dans un clin d'œil, et c'est vraiment la clé du cataclysme, le déclenchement soudain dont j'ai parlé, c'est un déclenchement soudain. Alors, je n'ai pas une animation plus détaillée ici où on voit les passages à travers la résonance, malheureusement. Donc non. Bon, bien sûr, la recherche ne se fait pas que par des films, donc, c'est en train de se passer. Mais bougez pas, voilà, vous voyez, un soudain changement des orbites qui oscille beaucoup, devient très elliptique. Et évidemment, ce qui se passe, on les suit dans les simulations, donc on a une très bonne compréhension de comment les choses se sont passées. On voit très bien Jupiter et Saturne arriver à cette résonance, passer à travers la résonance, acquérir une excentricité. On comprend ça théoriquement aussi, de pourquoi ce type de choses. Le système aussi n'est pas sorti, les modèles n'est pas sorti de notre chapeau, vu qu'on avait une intuition de comment les choses seraient passées, on a pu construire la simulation. Donc évidemment, il y a bien plus qu'une animation pour supporter le modèle. Mais malheureusement, non, je n'ai pas vraiment une animation détaillée ici du moment où le passage à travers la résonance a lieu. Est-ce que cette nouvelle approche a été essentiellement donnée par la découverte des exoplanètes et leur position singulière, ou est-ce qu'avant, nous avions déjà des hypothèses fortes sur ce genre de schéma? Comme je disais, bon, déjà dans les années 80, on avait intuit, compris que les planètes devraient migrer. Et bon, ça semblait tellement absurde que même les auteurs de la théorie ont dit bon, ok, les sont tombés. Et c'est vraiment les exoplanètes qui nous ont montré que cette migration peut avoir lieu, a lieu dans beaucoup de cas, et que les exoplanètes nous ont montré, avant la découverte des 51 Pégase, on pensait que près tous les systèmes solaires étaient équivalents aux nôtres, planète tellurique, près du Soleil, là où il n'y a pas les glaces, planète géante loin, et bon, grosso modo, ça devrait être tous pareil. Après, on découvre une planète géante un dixième la distance entre Soleil et Mercure, on est resté là. Et donc, on a compris qu'il y a toute une diversité planétaire, des systèmes planétaires, et ceci nous a basculé et nous a poussé à investiguer l'origine de cette diversité. Et donc ça, c'est vraiment une branche nouvelle de la planétologie qui a commencé avec la découverte des exoplanètes. On a réévalué l'importance de la migration. On a compris que la migration est peut-être les biais à travers lesquels les systèmes planétaires acquérissent cette variabilité. Ça nous a poussé à essayer de comprendre, donc ça nous a montré que la théorie de la migration est juste, parce que les planètes peuvent migrer, donc ça nous a poussé vraiment à essayer de comprendre pourquoi ici ça n'a pas eu lieu, dans ces études sur l'interaction entre Jupiter et Saturne, et du coup,
ce qui nous a amené à trouver quelles devaient être les orbites au départ des planètes géantes. En parallèle, on sait depuis 1969, c'est 1974, quand les premiers échantillons lunaires récoltés en 1969 ont été analysés, qu'il y a cette histoire du grand bombardement tardif. Et le grand bombardement tardif a été, là aussi, quelque chose de très troublant, parce que si toutes les données portaient à croire dans un bombardement tardif, ça semblait complètement fou. Imaginez qu'il puisse y en avoir un. S'il y avait un bombardement, ça devait être un bombardement précoce qui s'estompait exponentiellement. Et je dirais que c'est seulement grâce à ces modèles, quand ce modèle est sorti en 2005, il y a eu donc une énorme attention de la part de tout le monde. Du coup, on a commencé à comprendre que, oui, effectivement, ce qu'on voit dans les roches lunaires n'est pas fou. Et qu'il y a même il y a quelque chose de logique, il y a un modèle derrière qui peut expliquer donc, que ce type de comportement, ce n'est pas quelque chose de fou. Au contraire, on aurait beaucoup plus du mal à expliquer un bombardement qui s'estompe exponentiellement, mais qui perdure jusqu'à 3,8 milliards d'années, la date de formation d'Imbrium, d'Oriental, Serenitatis, et le plus gros bassin, parce que les planétésimaux qui sont instables dès le départ disparaissent très vite, en 100 millions d'années. Il ne faut pas 600 millions d'années pour les voir partir. Donc, voilà, la partie de ce bombardement tardif, si vous voulez, n'est pas vraiment drivée, inspirée par les exoplanètes, notamment par les missions lunaires, mais essayer de mettre les deux choses ensemble, bien sûr. La découverte des exoplanètes est quelque chose, une vraie révolution en planétologie, et qui ça va continuer, parce qu'on va découvrir des planètes à toute distance de leurs étoiles, sur des orbites qu'on ne s'imagine pas. On doit encore découvrir, toutes les planètes qu'on a découvertes, c'est des planètes géantes. On doit encore découvrir les analogues des planètes telluriques. Les jours où on découvrira les analogues des planètes telluriques, ça va être une autre révolution, parce qu'on va les trouver forcément pas toutes égales à la Terre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un énorme effort fait par la communauté pour découvrir davantage de planètes extrasolaires. J'avais une autre question à vous poser. Concernant les observatoires, on parle de l'observatoire de Nice. J'ai appris récemment qu'au Chili, il y a également un très grand observatoire, c'est le plus grand il me semble, parce que justement il n'est pas à proximité d'une ville et donc il n'est pas pollué par les lumières urbaines. Est-ce que est-ce que vous y allez ou est-ce que vous avez le projet d'y aller? Parce que je sais que c'est financé également par l'Europe. Alors, la recherche en astronomie devient une véritable recherche de pointe, un peu comme la Formule 1 en voiture, pour les courses des voitures. Donc aujourd'hui, on a d'observatoires partout, qui sont un peu des vestiges des sites anciens, comme l'observatoire de Nice, mais c'est plus là qu'on peut faire des observations, parce que les observations dont on a besoin aujourd'hui ont besoin d'instruments et d'une qualité du ciel qui est extraordinaire. Et donc des sites comme les observatoires de Ville, de Nice, les observatoires de Paris, etc., sont des centres de recherche très actifs, mais nous on y fait la théorie, on fait le dépouillement des données, on prépare les observations, mais les observations il faut les faire dans des grands télescopes, dans des sites magnifiques. Alors en gros, il y a 3 observatoires au monde aujourd'hui, où on fait des observations des pointes. C'est les îles Hawaï, où la France possède un télescope, le télescope franco-canadien de 3,60 m. Il y a les sites au Chili, donc Paranal, où l'Europe a construit ses plus gros instruments. Il s'agit de 4 télescopes de 8 mètres qu'on peut combiner entre eux. De façon que la lumière, les télescopes de 8 mètres qu'on a au Chili, ne sont pas les télescopes plus grands au monde, parce qu'il y a 2 télescopes de 10 mètres à Hawaï, mais ce qu'on peut faire au Chili, c'est quelque chose qu'on peut faire seulement là au monde, c'est de combiner la lumière des 4 télescopes pour avoir une image à très haute résolution qui est l'équivalente d'un télescope très grand qui embrasse les 4 télescopes sur la montagne. Et puis on a un autre site qui est sur les îles Canaries, l'île de La Palma. Et après, évidemment, on a des observatoires dans l'espace, parce que, bon, même si les sites sont très beaux sur Terre, être en dehors de l'atmosphère donne encore des avantages, pas seulement en termes de lumière, l'atmosphère vibre
turbulente, et donc fait bouger un peu les étoiles, les objets, et perturbe un peu toutes les observations. Mais bon, on ne peut pas tout faire dans l'espace non plus, ça coûte très cher, on ne peut pas avoir des très grands instruments, donc il y a une synergie entre les observations au sol et les observations dans l'espace. La recherche pour des sites extraordinaires continue. Il paraît que les sites les meilleurs au monde se trouvent en Antarctique. C'est en Antarctique qu'on a les meilleures conditions atmosphériques, toute la planète. Et donc on commence peut-être à envisager et construire des planètes sur des montagnes en Antarctique. Exactement, moins 80 l'hiver, moins 40 l'été. Mais bon, on peut peut-être là avoir des conditions qu'on a nulle part ailleurs sur Terre. Et entre-temps, on est en train de construire des télescopes encore plus grands, aussi bien l'Europe que les États-Unis sont engagés dans la course pour construire la nouvelle génération de télescopes, qui sont des télescopes de 40 mètres de diamètre, qu'on va l'appeler les Extremely Large Telescopes, le ELT, et aussi des instruments de plus en plus puissants qui permettent de combiner la lumière de plusieurs télescopes pour avoir plus de renseignements. On corrige la déformation, les vibrations des étoiles dues à l'atmosphère par des miroirs qui vibrent à la même fréquence de l'atmosphère, ce qu'on appelle l'optique adaptative, des façons de ne plus voir la lumière qui vibre, parce que les miroirs vibrent comme l'atmosphère, et donc arrivent à corriger l'image en temps réel. Et donc c'est des choses, il y a des astronomes qui ne font que ça, ils font que des instruments, parce que c'est vraiment la pointe de la technologie, et on a vraiment besoin de ça pour aller plus loin, pas seulement en planétologie, mais aussi dans d'autres branches de l'astronomie, l'étude de la galaxie, l'étude du Big Bang, l'étude de l'origine de l'univers. Et donc, cette recherche ne s'arrête pas et ne s'arrêtera plus jamais. Et évidemment, elle implique beaucoup de fonds de la part des pays, et c'est pour ça que les pays aussi se mettent ensemble pour faire des consortiums. Maintenant, aujourd'hui, il n'a plus de sens, par exemple, que la France ou l'Italie fassent un télescope national. Et ça passe par des consortiums, au moins au niveau européen. Et souvent, maintenant, on parle de consortiums entre les États-Unis et l'Europe, parce qu'il faut des moyens de plus en plus conséquents à consacrer pour ce type de recherche. Évidemment, on fait ça non pas parce que c'est utile, mais parce que c'est intéressant de comprendre de mieux en mieux ce qui nous entoure. Et je pense que vous êtes tous sensibles à cette question, parce que vu que vous êtes ici. Encore une question. Oui. Il y en a une là. Quels sont leurs arguments? Et d'autre part, est-ce que le modèle de Nice amène à revoir l'information du fond? Alors, donc, est-ce qu'il existe des détracteurs? Alors, évidemment, oui, dans le sens que la communauté ne reste pas là. Donc, on est une communauté des rivales aussi. Hein, donc, quand quelqu'un fait quelque chose de bon, les autres cherchent à trouver ce qu'il n'y a pas de bon, ce qu'il y a à améliorer, parce que la science continue, et il n'y a pas de modèle parfait, loin de là. Donc, évidemment, il y a des gens qui cherchent à remettre en question certaines des hypothèses, peut-être en essayant de faire des modèles alternatifs, ou en essayant de voir plus loin quelles sont les implications du modèle, voir s'il n'y aurait pas des choses à expliquer, qu'on n'a pas expliqué en premier lieu. Par exemple, quelqu'un a mis en évidence que le modèle pourrait ne pas très bien expliquer les orbites des planètes telluriques. Donc, par exemple, on est en train d'y travailler. Je suis en train de travailler avec un postdoc à l'observatoire. Il y a eu d'autres modèles alternatifs qui ont été proposés. Par exemple, il y a quelqu'un qui a proposé que les bombardements tardifs soient dus à l'existence de 5 planètes telluriques au départ, et que la 5e planète tellurique est devenue instable, a traversé la ceinture des astéroïdes, donc a déstabilisé les astéroïdes, et ceci a causé les bombardements tardifs. Alors la grande différence entre ces deux modèles est que dans ce cas, il n'y aurait rien qui se passe au niveau des systèmes solaires externes, et tandis que dans notre cas, notre prédiction est que les bombardements tardifs a concerné aussi les systèmes solaires externes. Et donc cette observation des Japet avec ces bassins qui chevauchent la chaîne des montagnes, qui elle est tardive, semble donner un avantage prédominant à notre modèle sur son adversaire. Mais bon, la chose va continuer certainement comme ça, c'est la dialectique de la science. Et c'est juste qu'ils soient ainsi. Je dirais pour le moment, le modèle de Nice reste un modèle de référence, mais heureusement, tout le monde travaille pour les mettre en défaut.
ou l'améliorer, ou les tester nous-mêmes aussi. Donc, alors, concernant Pluton, Pluton se trouve en résonance 3,2 avec Neptune. Il a été vraisemblablement capturé avec beaucoup d'autres objets d'ailleurs. Lors du moment où Neptune va à l'extérieur, migre durement vers de sa position initiale, 15 unités astronomiques, à sa position actuelle, 30 unités astronomiques. Donc en se déplaçant, on peut capturer des objets dans sa résonance. Pluton est vraisemblablement en 2. Alors ce qui a amené à reconsidérer les statuts de Pluton, et pas vraiment le modèle de Nice, est la découverte de la ceinture de Kuiper. Pluton est un objet de la ceinture de Kuiper, mais il est un peu particulier. Il a été découvert en 1930 parce qu'il est très brillant, parce qu'il a une atmosphère d'azote gelé. Donc il réfléchit la lumière comme un miroir, tandis que les autres objets sont beaucoup plus sombres, et donc à taille égale sont moins lumineux. Donc on l'a découvert en 1930, on s'est trompé à estimer sa masse. À l'époque, on avait estimé une masse de 5 masses terrestres, alors Pluton est plus petit que la Lune. Bon, on l'a corrigé après, avec la découverte de son satellite, etc. Donc pendant 62 ans, on n'a plus rien découvert, donc ça avait un peu le statut d'objet spécial, donc pourquoi pas l'appeler planète? Pourquoi ne pas l'appeler planète? Après, on découvre qu'il est très petit, il est plus petit que la Lune, et qu'il fait partie de toute une ceinture d'objets. Et à la fin, on découvre qu'il n'est même pas le plus gros, parce qu'on a découvert un objet qui est plus grand, qui s'appelle Eris, et donc ça n'avait plus de sens. Et donc, les astronomes ont reconsidéré la chose et ont déclassé comme planète. C'était la même chose quand Cérès a été découvert en 1801. Il a été appelé planète aussi. D'ailleurs, on l'a cherché à cause des lois de Titus-Bode, il doit y avoir une planète en Mars et Jupiter. Paf, on découvre, c'est une planète. Mais là, la chance a voulu qu'en 1802, on a découvert la deuxième. Et après, la même année, la troisième. On a dit, ça commence à faire trop. Et alors, tout de suite, on les a appelés les planètes mineures. C'est la dénomination qu'on a utilisée pendant plus d'un siècle pour les astéroïdes. Et Pluton, par chance, a été découvert très tôt, et 62 ans il a fallu pour découvrir la deuxième, c'est qu'il nous a un peu trompés. Mais bon, voilà, la science a ses mérites, qu'elle peut corriger ses propres erreurs par ses propres découvertes. Et donc, je trouve que le déclassement de Pluton est en fait une très bonne occasion pour faire de la didactique, pour apprendre ces concepts. Et la science, par sa propre structure, est capable de corriger ses erreurs. On n'a pas honte des erreurs, et on avance toujours tout en reculant. Et donc, voilà, c'est un cas d'école, donc à expliquer à l'école. Il y a une question là-bas. Oui, la dernière question. Oui, j'ai coupé très court, bien sûr, parce que pour faire les choses simples. Mais ce qui se passe, c'est que donc, dans ces mouvements, vous avez vu, on montre, il y a d'abord une migration très lente, bon, ça ne fait pas trop de mal, et après, quand tout d'un coup, cette migration se déclenche, elle est très rapide, avec les planètes externes qui rentrent dans les disques, mais en fait, Jupiter et Saturne bougent aussi. Jupiter et Saturne passent des circulaires excentriques, Jupiter bouge un peu vers l'intérieur, s'est déplacé vraisemblablement de 0,2 unités astronomiques. Saturne doit avoir migré de la résonance 2,1 à la résonance 5,2, qui est plus ou moins où il se trouve maintenant, il n'est pas vraiment en résonance, mais à côté. Donc ces mouvements de migration de Jupiter et Saturne, avec l'augmentation de leur excentricité, perturbent les astéroïdes, ils sont là à côté, oui, qu'est-ce qui se passe? Et dans les calculs, on montre qu'il y a donc toute une série de résonances qui balayent la ceinture des astéroïdes et chassent les astéroïdes, et pas tous, mais à environ 90% à 95% selon exactement la manière dont les planètes ont évolué. Et on cherche à contraindre ça en lisant la distribution des astéroïdes, mais bon, on n'est pas encore vraiment arrivé. Et donc, voilà, donc il y a, là, ça veut dire que la ceinture d'astéroïdes était environ 10 fois plus massive que maintenant, et il y a 9/10 des astéroïdes qui sont partis. Donc 10 fois plus massif que maintenant, ça veut dire qu'il avait une masse à l'époque d'environ 1/100 la masse de la Terre. Et comme je l'ai montré ici, en fait, même s'il y a 35 masses terrestres des comètes au-delà de Neptune, il y a seulement 1/100 la masse de la Terre au niveau des astéroïdes. En fait, c'est les astéroïdes qui dominent les bombardements,
parce qu'ils sont plus près, et la probabilité pour un astéroïde échasser la ceinture de percuter la Lune est beaucoup plus grande que la probabilité d'une comète échassée d'au-delà de Neptune. Pour une comète échassée au-delà de Neptune, la probabilité de percuter la Terre est 1 sur 1 million, et pour un astéroïde échasser la ceinture de l'astéroïde, c'est 1 sur 100. Et donc, même s'il y avait beaucoup moins d'objets, ils arrivent à dominer. En plus, ils sont dispersés plus lentement. Donc, tous les derniers, c'est des astéroïdes, parce que la pluie cométaire s'estompe très vite, en 10 millions d'années, et la pluie astéroïdale s'estompe en quelques 100, 150 millions d'années. Alors, en regardant les traces sur la Lune, pour les bassins, on dirait que les bassins ont été faits par des astéroïdes et pas par des comètes. Et à ce jour, on n'a pas sur la Lune des traces d'impact cométaire. Alors on ne sait pas, c'est parce qu'il n'y en a pas et donc notre modèle est faux, ou si on ne les voit pas parce que c'est les premiers qui arrivent et après toutes les traces sont effacées par les astéroïdes qui arrivent ensuite. Aussi les astéroïdes sont plus durs que les comètes, donc peut-être font un peu plus d'effet, donc on ne sait pas trop. Mais une chose est sûre, que les gros bassins qu'on voit sur la Lune ont été faits plutôt par des astéroïdes, et on les voit parce qu'ils laissent une signature chimique, les impacteurs laissent une signature chimique sur les roches à proximité du site d'impact, et aussi la distribution des tailles des cratères ressemble comme une goutte d'eau à la distribution des tailles des astéroïdes. D'autre côté, bon, si Japet a été bombardé, il n'a certainement pas été bombardé par les astéroïdes. Japet est trop loin, les astéroïdes n'ont aucune efficacité pour bombarder au niveau de Japet, donc ça devait être des comètes, et si les comètes, il n'y a eu plus de comètes au niveau de Japet, eh par un jeu de quilles avec les planètes, des comètes ont dû percuter, rentrer dans le système solaire interne et percuter la Terre et la Lune aussi. Donc, ça c'est l'image qu'on a, et bon, à chercher des nouvelles confirmations, peut-être avec un retour sur la Lune. Le retour sur la Lune devient très chaud, à la lumière, vu que, bon, enfin, on commence à faire un peu de sens des données qu'on a récupérées avec les premières missions Apollo. Ça serait vraiment magnifique pouvoir retourner sur la Lune avec des questions beaucoup plus claires, avec une exploration beaucoup plus systématique. Et vraiment dresser la carte temporelle du bombardement de la Lune, avoir une recherche beaucoup plus systématique aussi des signatures chimiques des impacteurs pour vraiment éclaircir cette histoire et passer du stade du modèle au stade, disons, vérité acquise, si possible. La dernière, la dernière, tout à l'heure vous avez évoqué la sonde Cassini qui tourne autour de Saturne et nous ramène des photos surprenantes. Est-ce que photos surprenantes des mini-satellites qui traversent les anneaux, etc. Est-ce que cette observation, elle apporte elle alimente la théorie du grand gouvernement, ou alors elle vient le contredire? Non, certainement, elle ne vient pas la contredire. Alors, je dirais que bon, l'étude des anneaux est très intéressante, on n'est pas peut-être directement lié à ça, mais en fait si, parce que un des résultats importants de la sonde Cassini sur les anneaux est montré que en fait, les anneaux sont beaucoup plus vieux qu'on pensait. Donc après l'émission Voyageur, on pensait que les anneaux doivent être très récents, parce qu'autrement, ça serait étalé, ça serait détruit, leur propriété de surface les aurait changées. Et en fait, la sonde Cassini a montré que le système d'anneaux est très compliqué et que grâce à ces complications, en fait, son âge, sa vie, la durée de vie est beaucoup plus longue. Et donc, ça a enlevé cette crédence que les anneaux sont jeunes. Donc du coup, si les anneaux sont vieux, c'est intéressant de savoir comment ils se sont formés et quand ils se sont formés. Il y a deux mécanismes qui ont été proposés pour former les anneaux de Saturne. Un est qu'un satellite qui se trouvait très proche de Saturne, à l'intérieur du lobe de roche de Saturne, a été percuté et cassé. Mais il faut un grand satellite, à la taille de mi-masse au moins, pour former toute la masse des anneaux. Et donc, encore une fois, pour casser un satellite à une époque récente, c'est quelque chose de très improbable, parce que le flux d'impacteurs est très faible. L'autre possibilité est qu'une énorme comète, là aussi de plusieurs centaines de kilomètres, soit passée très proche de Saturne, et se soit brisée par marée, un peu comme Shoemaker-Levy 9. Après, ces débris soient restés en orbite autour de la planète, et soient
réduits en petits grains en formant les satellites. Encore une fois, les passages d'une comète de plusieurs centaines de kilomètres très à proximité de Saturne, dans les systèmes solaires actuels, c'est quelque chose qui a une probabilité pratiquement nulle. Si on recule vers les origines, évidemment, on a d'autres chiffres, un flux beaucoup plus important de planétésimaux, donc ces types d'événements peuvent devenir crédibles. Alors il y a un article qui a été publié cette semaine, en fait, par notre groupe, Sébastien Charnoz au CEA, à l'Université de Paris 7, où on revisite ce type de scénarios dans le cadre de notre modèle, dans le cadre du bombardement tardif. Et on montre que lors du bombardement tardif, les chiffres sont là. Donc si Saturne avait un satellite qui tournait au bord de son lobe de roche, pendant le bombardement tardif, il aurait été brisé. Ce qui aurait pu donner l'origine aux anneaux. Et aussi des passages de comètes géantes à l'intérieur de lobe de roche sont aussi possibles et probables pendant une telle pluie cométaire comme celle qui caractérise le bombardement tardif. Donc on s'oriente à dire que les anneaux se sont aussi formés lors du bombardement tardif. C'est très difficile qu'ils se soient formés après. Ils auraient pu se former dans une époque encore plus précoce. On ne sait pas les dater à plus 600 000 ou Oh non. De toute façon, pour dater, il faut des échantillons. Et on n'a pas un retour d'échantillons de Saturne. Malheureusement, donc la seule datation vraiment qu'on peut avoir est celle des Japet, et c'est encore pas voie directe par modélisation de la formation de la chaîne des montagnes. Et encore, il y a une barre d'erreur qui va de 200 millions à 800 millions. Donc sans retour d'échantillons, et évidemment on n'a pas de météorite qui vient de là, donc on n'a pas de retour d'échantillons gratuit, on ne peut pas dater. Il ne me reste plus qu'à encore te remercier. Merci Alessandro.